Hello, welcome to my YouTube channel, Touring Backroads France. Today our subject is the town of Nontron in Dordogne. This town is in the Périgord Vert, a region that's right on the southern border of the Charente department in south-central France. Nontron is a town known for its medieval history, and in particular the history of King Richard the Lionheart, who was mortally wounded in a battle near this town, and the strategic role it played in the 100 Years' War, with fortifications and a hilltop position, much like the castle ruins you see behind me here of Saint-Germain-de-Conflans. Today we'll also take a look at some of the artisans and craftsmen that continue to hone their skills and make this town a vibrant community. Knife making is the #1 activity with the Poterie Nontronnaise, but in addition to that we have some local craftsmen with original ideas, one of whom makes lamps and metal objects out of mortars from the First World War, and another who restores stained glass windows. So I've gone to visit them, take a look at those places today. I hope you enjoy this episode. Like and subscribe to my channel, Touring Backroads France. For today's trivia question, where does the English word cutlery come from? Stick around until the end of the video and I will let you know the answer. This part of France is known as the Dordogne, the name of the administrative department number 24. However, since before the Revolution, the name Le Périgord, with its capital city Périgueux, has endured as a reference to the land, traditions, and gastronomy. Le Périgord is divided into 4 sub-regions, each of which is symbolized by a color: green, white, purple, and black. The town of Nontron is located to the north in the Périgord Vert, or the Green region, on the doorstep of the Charente department. It has a rich history dating back thousands of years. Inhabited since prehistoric times, the town was founded during the Roman Empire. Today we'll focus on 3 periods of its history: the Middle Ages, the Industrial Age, and today. During the early medieval period, Nontron found its place as a fortified settlement. Located in the hills and valleys of the Bandiat River, its geography is a natural setting for a defensive castle. By the 10th century, it had become a significant stronghold within the county of Périgord, an important feudal territory. The town's location on elevated terrain provided strategic advantages, making it a valuable asset in the ongoing territorial disputes. In the 12th and 13th centuries, Nontron came under the influence of the powerful Plantagenet rulers of England, as much of the Aquitaine region was controlled by the English crown following the marriage of Eleanor of Aquitaine to Henry II of England in 1152. The third of their sons was King Richard the Lionheart, who was never expected to become king. However, after the untimely death of his 2 older brothers and his extensive combat experience, he was coronated in 1189. His supposed connection to the town of Nontron came on March 26, 1199. After 10 years as King of England, he had come to the Limousin in France to suppress a rebellion by Viscount Aymar V of Limoges. During a siege of the castle of Château-Chabrol, which sits about 15 miles east of Nontron, legend has it that he was mortally wounded by a crossbow. However, his troops also laid siege to Nontron twice during that period, with the defenses of the town being destroyed and rebuilt several times. What is certain is that his death arrived quickly after his wounding on March 26th, and he died on April 6th at the nearby Château de Vieillecourt. Following his death, and throughout the 100 Years' War from 1337 to 1453, Nontron was a contested site between the English and the French. The town changed hands multiple times before ultimately being secured by the French in the 15th century, thereby ending the influence of the English crown in the region. We can note the similarities of the Dordogne flag and that of the English crown. Like much of France, Nontron was impacted by the wars of religion from 1562 to 1598 between Catholics and the Huguenots. The Dordogne region saw significant conflict, with various towns and castles shifting allegiances between the Catholics and the Protestant factions. Nontron, being part of this turbulent region, also faced episodes of violence and destruction during this period. From the dark times of oppression was born the tradition of medieval carnivals, one of which became known as the Souflacu of Nontron. Very few sources exist to trace the history of how this tradition came to be.
Once common throughout southern France, it only exists in several towns today. Nontron has not celebrated the souffle à cul for several years, although there is often talk of reviving the tradition through a local association. In an age of political correctness, sensitivity to certain topics, and historical revisionism, it's important to underline the factual elements that comprise the town's traditions. The day's celebrations are marked by the parade of the souffle à cul, dressed in nightgowns and white cotton bonnets, whose mission it is to march through the town with a bellows, chasing away any evil spirits hiding under women's skirts. People originally dressed up to mock the rich, the ecclesiastics, and the high-ranking members of society as a form of social protest and freedom of expression. The name itself is a funny one, deriving from souffler, meaning to blow, and au cul, a somewhat informal way of saying to the behind. By the arrival of the Industrial Revolution in the early 19th century, Nontron had evolved into a more settled market town, benefiting from its agricultural surroundings and local craftsmanship. Trade in agricultural products, timber, and traditional crafts flourished, leading to gradual economic growth. After the French Revolution in 1789, sweeping social and political changes transformed France. Nontron, like many other small towns, saw the decline of noble influence and the rise of a new social order. While the origins of knife-making in the town can be traced back to the Middle Ages, it was during the 19th century that Nontron knives gained widespread recognition. Known for their distinctive wooden handles, often decorated with intricate burned patterns, these knives became symbols of high-quality French cutlery. During this period, industrialization reached the region, and Nontron, with its skilled craftsmen, saw a number of different industries flourish, including textiles and sawmills. Like many towns in the region, the river provided the essential power for milling activities. Following World War II, Nontron underwent significant modernization. Infrastructure improvements, better roads, and increased access to education transformed the town. However, like many rural communities in France, it faced challenges such as population decline due to urban migration. Today, Nontron is best known for its rich heritage, beautiful natural surroundings, and the continued tradition of knife-making. La Coutellerie Nontronnaise, one of the oldest knife-making workshops in France, still produces high-quality knives, maintaining a centuries-old craft that has become a symbol of the town. The town also benefits from tourism. The surrounding Périgord vert offers lush forests, rivers, and scenic countryside, making it a popular destination for nature lovers and history enthusiasts alike. Let's stop in today to talk to some of the local craftspeople about their different trades. Donc, je m'appelle Sylvie Capellino, je suis artisan d'art, dentellière de métal à Nontron, en Dordogne, dans le Périgord vert, donc c'est le nord de la Dordogne. Donc, je vous explique un petit peu mon travail. Oui, Donc, alors, vous êtes dans mon atelier à Nontron, je suis dentellière de métal. Je travaille essentiellement le laiton. Ici, c'est consacré au reperçage, donc je travaille avec des moteurs suspendus et des tout petits forêts et fraises, de façon à pouvoir mettre à jour mon laiton, ma matière. Donc, je vais créer de la transparence de ma matière et créer ma dentelle avec ces petites pointes-là. Devant vous, vous avez l'espace dédié à la soudure et au brasage et à la patine aussi. Je retransforme mon laiton, je le brase pour créer des volumes un peu plus grands. Donc voilà, on a différents petits morceaux de laiton que j'ai repercés, que j'ai aussi patiné au cuivre. Et tout ça, je vais les assembler ensemble en les brasant pour arriver après à des sculptures de ce genre. Voilà. Je suis en train de créer des sculptures à partir de mes chutes de laiton, en fait. Et donc, je les brase ensemble, toutes ensemble, de façon à créer un grand volume. Donc là, on est vraiment au début de ma sculpture. C'est du vieux laiton que je récupère, que j'achète d'anciens ateliers qui ferment, parce que les gens partent à la retraite, ou que je récupère sur les vides-greniers sous forme d'étuis d'obus de la guerre de 14-18. Donc c'est une prise de position écologique et politique d'utiliser du métal qui est déjà existant, qui est déjà sur le marché depuis fort longtemps, et que moi je vais retravailler, que je vais détourner et que je vais mettre en volume pour créer mes propres pièces. des obus de la guerre 14-18, qu'est-ce qui se passe exactement quand vous en récupérez et comment ça se passe? Et ben quand j'en récupère, donc ce sont vraiment des grands étuis, j'en ai quelques-uns là-bas. Donc c'est des gros étuis avec vraiment
c'est du laiton épais quand même. Donc moi ils sont tout propres, hein, il n'y a plus de poudre dedans, il n'y a plus rien. Mais moi je vais venir le découper en morceaux, je le lamine, histoire d'avoir des petits bouts que je puisse retravailler. Donc je vais vous montrer justement les obus que j'ai pu récupérer. Ok. Alors en Dordogne, on en a pas mal sur les vides-greniers, en Charente aussi. Et je pense que ce sont des obus, enfin c'est ce qu'on m'a dit en tout cas, ce sont des obus qui ont été récupérés par les soldats eux-mêmes, hein, qui ont gardé ces traces-là de leur passage, enfin de leur investissement dans la guerre, dans la Première Guerre mondiale, qui sont rentrés chez eux avec ces obus-là en guise de mémoire et vraiment de lien avec ce qui s'est passé. Ok. Donc c'est vraiment des objets presque familiaux. Alors certains ont été retravaillés par les soldats eux-mêmes, et ça je n'y touche absolument pas. Voilà, qui n'ont pas été touchés, donc ça reste des objets très... qui sont très porteurs, émotionnellement, qui sont très porteurs, qui ont une valeur symbolique assez négative, hein, voilà. Et moi, j'essaye de détourner ça pour en faire quelque chose de beau et de léger, voilà. On en a besoin, c'est très contextuel aujourd'hui. Donc, je les découpe, je les passe au laminoir, et j'obtiens, donc voilà, là, c'est des obus qui ont été découpés, il ne reste plus que la base, et sur la base, on a les dates. Donc là, c'est du laiton très très lourd. C'est vraiment des gens de Dordogne et de Charente qui sont partis en guerre et qui sont revenus avec ça. Donc voilà, ça a du sens. J'arrive à avoir ces petites plaques là que j'ai affinées. Et donc on a une patine noire puisque ces obus ont servi. Donc il y a la patine du temps et la patine aussi de la poudre et de l'explosion. Donc ça, c'est très parlant aussi. Et avec ces petits bouts, moi, je fabrique des feuilles de laiton qu'on a là. Et tout ça, ça a été fabriqué avec des obus. Donc je les ai repercés avec mes petits forêts, mes petites fraises, pour en faire vraiment de la dentelle. Et pour faire quelque chose de très léger, de très aérien. Des sculptures qui vont faire appel à l'imaginaire aussi, et qui vont faire un travail aussi d'envolée lyrique, d'envolée onirique. Un travail aussi sur les ombres portées, sur les jeux d'ombre et de lumière, puisque comme c'est transparent, dès lors qu'il y a le soleil ou d'autres lumières qui arrivent, on va avoir des jeux. J'essaye vraiment de créer du beau avec quelque chose qui a servi à détruire. Et voilà, c'est mon parti pris, à la fois écologique et donc forcément social et politique. Je m'appelle Jean-Claude Marcillot, je suis coutelier dans la ville de Nontron. Et la coutellerie où c'est que nous sommes ici, ça s'appelle la coutellerie Le Périgord. Tous nos couteaux vont être gravés Le Périgord qui se situe ici sur la lame. La fabrication, j'aimerais mieux qu'on passe carrément à l'atelier. Tout d'abord, pour fabriquer un couteau comme ça à virole, c'est-à-dire à virole, voilà, là, il est sécurisé, on ne peut plus le fermer. Ce couteau-là, pour le préparer, j'ai deux collègues qui sont dans les ateliers, l'atelier qui se situe à 4 km à la sortie de la ville de Nontron. Mes collègues et moi me dégrossissent les manches avec des machines à bois, c'est-à-dire quand c'est dégrossi, ils me donnent les manches comme ça. Je vais mettre cette ponceuse que je vous montre ici, là, je vais l'adapter après cet arbre ici, là, après cette machine-là. Quand cette ponceuse va être adaptée ici, là, je vais pouvoir continuer à poncer mon manche, à le former, entre autres. Voilà, là, je vais le dégrossir. Ensuite, pour faire le creux ici, là, ça va se passer avec cette toute petite ponceuse où je mets mon manche comme ça, là. Je vais continuer à poncer, tout ça va se finir maintenant à la même. Je vais le poncer là après, comme ça, là. Passer partout un coup de papier de verre, voilà. Quand j'ai bien fini de le poncer, le couteau va se trouver le manche comme ça, là. Voilà, quand il est poncé, c'est très lisse. Voilà, c'est du frotte, hein. Je vais le passer dessus. Je monte mon couteau et la dernière étape va être l'affûtage avec cette petite ponceuse ici, là. Je vais affûter mon couteau. Le numéro 2, c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure pour la fabrication. Il se trouve ici
en une seule essence, on le fait en plusieurs essences de bois. On le fait aussi, surtout, le même couteau toujours. Non seulement ils sont gravés le Périgord sur la lame, toujours, mais surtout, ça, le manche, c'est les 4 couleurs de Périgord. C'est-à-dire, le gaillac, c'est le Périgord vert. Le pourpre, c'est le Bergerac, c'est du Padoue, comme bois. La ville de Périgueux, la ville blanche, c'est du sycomore. Et l'ébène, c'est le sarladé. Voilà. Bonjour, je m'appelle Madi Silla, je suis gérante de l'atelier Martin LG à Nontron. Je suis la 3e génération de gérante. Du coup, je fais de la restauration et de la création de vitraux avec la petite équipe. Et vous faites ça pour... c'est des clients qui viennent vers vous chercher des restaurations ou c'est... comment ça se passe en fait pour trouver de la clientèle? Au niveau de la clientèle, il y a plusieurs cas de figure. Le premier classique, on va dire, c'est les particuliers qui viennent nous voir, qui nous ont vus via des émissions ou surtout via le site parce qu'on est le plus gros, entre guillemets, atelier de Dordogne. Ensuite, on a tout ce qui est mairie en général et communes qui ont besoin d'aide pour des restaurations, pour des créations. Ça peut être simplement parce que il y a eu des problèmes au niveau de la grêle ou des intempéries, parce qu'il y a une restauration à faire, quelqu'un l'a fait remarquer, parce qu'ils ont enfin un petit peu d'argent. Et enfin, il y a les appels d'offres qui sont menés avec des architectes. Mais là, du coup, on est en concurrence avec d'autres ateliers qui sont plus ou moins loin. Et là, souvent, la différence, c'est la qualité de travail, mais aussi le prix. Et comment vous vous êtes retrouvé dans cette activité en fait? Qu'est-ce qui vous a amené sur le chemin de la restauration des vitraux? C'est vraiment le hasard, le vitrail en général. Moi, à la base, je viens d'une formation générale, classique, littéraire, artistique. Je travaille dans un parc archéologique qui m'a ouvert les yeux sur en fait, les métiers de l'artisanat. Et je me suis dit pourquoi pas. Je suis arrivée en décor verre, qui est un autre domaine du verre, parce que le verre est très vaste, il n'y a pas que le vitrail, il y a les souffleurs, chalumeaux, blablabla, j'en passe. Et en fait, j'ai fait cette formation de décor verre dans le nord de la France. Ça m'a énormément plu, j'ai su que le verre était une matière que j'allais adorer. De toute façon, je l'ai adoré dès le début, je pourrais en parler des heures et des heures, montrer des verres, bref, je passe. Et j'ai eu la chance d'avoir une opportunité de faire un stage en vitrail, ce que j'ai prise, même si au début je trouvais ça un peu vieillot, ça m'intéressait pas tant que ça, c'était un peu pour l'expérience. Et en fait, j'ai adoré. Et du coup, je suis tombée dedans et maintenant, ironie du sort, je suis patronne d'un atelier. Est-ce que vous voulez nous montrer un tout petit peu ce que vous faites? Oui, Peut-être quelques exemples? Du coup, ça, c'est sa table, elle est en train de monter un motif rectangle, ce qu'on appelle une vitrerie. Du coup, pour cette maison de la Boétie, qui a été réadaptée. Ici, vous avez le panneau qui n'est pas encore monté. Du coup, vous voyez un peu différentes étapes. Et là-bas, sur la table d'Oran, vous avez du coup un panneau soudé, monté soudé. Là, c'est une vitrerie en borne, qu'on appelle borne, parce que c'est cette forme-là qui lui donne son nom. Et là, vous avez la même vitrerie, mais pas soudée. Vous voyez du coup la différence. On a un chemin à suivre pour pouvoir rendre le panneau solide. On le monte du coup avec du plomb. Et après, on soude à toutes les intersections pour qu'il soit vraiment solide. Et ça, c'est du plomb. Les soudures, c'est du plomb. Les soudures, c'est de l'étain à mélanger avec un peu de plomb. Ce qui fait qu'on doit le souder d'abord d'un côté. Et après, il faut souder l'autre côté. Et là, pour le coup, elle a fait des petites réparations à faire sur le devant, parce qu'il y avait des trous. Et là, maintenant, il faut contre-souder, du coup, faire l'autre côté pour que ce soit vraiment solide. Et après, encore, il y a une étape, c'est l'étape du masticage. En fait, on a un produit qu'on mélange, enfin, qu'on crée, entre guillemets, en fait, qu'on va frotter sur le panneau pour pouvoir, en fait, combler les trous qui pourraient encore exister. Normalement, si on a bien monté, il n'y a pas de trous, mais en prévision et pour le rendre vraiment étanche et plus solide, on met ce petit produit, comme ça, il rentre dans tous les interstices et après, en rigidifiant, on rend le panneau complètement fini, en fait. On voit bien la différence entre les deux produits, les deux vitraux. Avant de démonter, en fait, on a tendance à faire cette petite chose. On pose un papier sur le panneau, on frotte avec une craie grasse. Ça va faire en fait du coup faire apparaître toutes les lignes. Et on va pouvoir noter du coup la position de la vergette, qui est un fer qui permet de maintenir, de renforcer la place du vitrail dans sa menuiserie ou dans la pierre. On va noter les pièces cassées, on va noter parfois aussi les éléments complexes si on a vu qu'il y avait des décalages ou autres,
pour pouvoir avoir plus aussi la facilité à le remonter après. Les mesures, bien évidemment. Le nom du chantier. Bon, là, c'est le même motif, mais c'était pour un autre chantier. La taille des plombs, etc. En fait, tout ce qui va nous aider à remonter plus facilement et plus à l'identique le panneau va être noté dessus. Parce que c'est de la restauration. Pour la création, c'est encore différent. On a toujours un papier avec plein de notes pour dire ce qu'on doit faire, mais on n'a pas ce poncif. On a un calque, on a des calibres. C'est juste cette partie-là qui change, mais globalement, c'est à peu près tout le temps la même chose. On peint s'il y a besoin de peindre, on monte, on coupe. Ben, merci déjà pour toutes ces informations. Rien. Voilà. Ouais, j'aime beaucoup mon travail. Voilà. Non, c'est très intéressant. The construction of the railway opened up new trade routes that allowed the town of Nontron to sell its goods well beyond local markets. Starting in the late 1870s, after the Third French Republic was established, the newly founded state railway, les Chemins de Fer de l'État, built the line from Angoulême to Nontron, completed in 1883. After the construction of a large tunnel to the east, the line was extended out to Thiviers in 1892, reaching another critical north-south main line at that junction. This also became the essential east-to-west route for freight and passenger service until the Second World War. After the rail line closed to passenger and then freight service, with the final segment abandoned in 1985, parts of it have reverted to private ownership, and the rail grade was slowly reclaimed by nature. However, recently, efforts to revive certain public domain sections have allowed the construction of the Flot Vélo, a rail trail. This permits cyclists, hikers, and horse riders to cross several of the original viaducts. Currently operating along two sections on the western end of the original route, I would give this path a medium difficulty rating, given that many times you have to deviate from the rail grade and there are some steep inclines. Car traffic can be an issue in some places, and even the rail grade itself is clearly an uphill climb into Nontron from the west. It's a fun and scenic ride, but not for beginners unless only traveling a short distance. In Nontron, the railway station, engine house, and water tower are all intact as you enter along the bike path. It's impressive to marvel at the engineering and the earthworks that permitted trains to access the town. The stonework on the two viaducts, deep cuts, and even a stone quarry used for materials, now nestled in the trees just west of town, all attest to the many hours, days, and months of work needed to build the line. For the answer to today's trivia question, the English word cutlery is derived from Old French coutelier, a knife maker, and coutellerie, or knife making. In French, knife is a masculine noun, un couteau, with the plural form being les couteaux. This is also where we get the verb to cut. In upcoming episodes, we'll continue to explore sites from the Knights Templar, visit several heritage railways, and learn more about other towns in Nouvelle-Aquitaine. As always, please support this educational content by liking and subscribing to the channel. Your support is greatly appreciated.